Notre classe s'est rendue sur le site géologique historique de Belogradchik, dans le nord-ouest de la Bulgarie. Notre objectif était d'observer les formations géologiques présentes dans la région et de reconstituer son histoire par une analyse scientifique. Nous cherchons à identifier des signes et des indices sur le terrain d'un événement majeur dans l'histoire géologique de la Terre, qui s'est caractérisé par la collision entre les continents Laurentia, l'ancien cœur de l'Amérique du Nord, et Gondwana, une super-terre qui comprenait l'Antarctique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et une grande partie de l'Europe. C'est l'orogenèse varisque. Pour ce faire, notre étude menait le long de la vallée de l'Iskar, de Sofia à Mezdra. Ensuite, nous avons examiné la région de Belogradchik. Nous nous posons la question, dans quel contexte géodynamique de l'orogenèse varisque se sont formés les charbons du bassin de Svogué, les grès de Tserovo situés dans la vallée de l'Iskar au nord de Sofia, ainsi que les conglomérats et les granites de Belogradchik. Étude des granites de Belogradchik. Nous savons que l'orogenèse varisque est basée sur un mouvement de collision, tel que défini dans l'introduction. Nous savons également que lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, l'une d'entre elles est submergée sous l'autre, tandis que l'autre s'élève au sommet et dépasse du groupe, créant ainsi une chaîne de montagnes. La partie exposée n'était pas trop enfoncée dans le sol, car il s'agit d'un processus très lent qui prend des centaines de millions d'années. Nous pouvons donc conclure que la partie qui est soulevée est la croûte continentale, car c'est l'une des premières couches, et dans certains cas, en fonction de la durée de la collision, on peut observer le manteau supérieur. La croûte continentale est un environnement à haute pression dans lequel le magma liquide et la lave sont refroidis et transformés en roches, des roches telles que le granit que nous avons pu observer en surface lors d'un arrêt à la sortie de la ville de Belogradchik. Le problème avec ce granit, c'est qu'il a été altéré. Mais pourquoi le granit est-il si altéré en surface? Il s'avère que nous observions une arène granitique, une roche qui a été altérée et s'est lentement transformée en sable, car elle n'a plus la pression qu'elle avait autrefois sous la surface. Ce phénomène est lié au fait que plus la roche est profonde, moins elle est altérée. Une fois que la roche atteint la surface, elle n'est plus stabilisée, ce qui signifie que cette roche ne peut pas être stable que dans les conditions de pression et de température plus hautes. Lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, la croûte continentale se plie et se plisse, créant une importante racine crustale, épaissement en profondeur de la croûte continentale. Ici, cette zone d'épaissement se trouve à une profondeur de 40 km. Les roches dans cette zone subissent un changement appelé métamorphisme à cause de la pression et de la chaleur accrue. Cela produit des roches comme les gneiss. Si la température et la pression atteignent le point où la roche commence à fondre, environ moins 40 km en profondeur, à 700 degrés Celsius et 12 GPa de pression. Cela crée du magma. Ce magma refroidit lentement en profondeur pour former des roches magmatiques avec une structure granuleuse, appelée granit. Voilà une granite qui a subi cette altération. On voit que c'est une roche cristallisée, de couleur rose. On remarque également des feldspaths potassiques. On en déduit que les conditions de formation sont de haute pression et de haute température, et le fait qu'il est cristallisé et puis altéré montre qu'il y a de l'eau qui a érodé la roche. On peut se demander pourquoi cette roche a été altérée autant en surface. La réponse est que les conditions de formation ne sont pas atteintes. Ce sont des hautes températures et des hautes pressions. C'est une granite dévonien. C'est une roche magmatique. En conclusion, les formations géologiques de cette région portent les cicatrices de ce mouvement tectonique ancien, notamment à travers des roches métamorphiques telles que les gneiss, qui témoignent des pressions et des températures extrêmes subies pendant la collision des plaques tectoniques. De plus, la présence d'arènes granitiques altérées indique la transformation des roches ignées sous des conditions de surface, offrant un aperçu de processus géologiques à l'œuvre au cours de l'orogenèse. En analysant ces éléments sur le terrain, les géologues peuvent reconstruire l'histoire de l'orogenèse varisque dans la région nord-ouest de Stara Planina,
contribuant ainsi à notre compréhension des processus tectoniques et géologiques qui ont façonné le paysage de cette région. Le bassin de Sauge est connu pour ses réserves de charbon. Au-dessus des argiles, on retrouve une nouvelle roche sédimentaire. Elle contient de petits cristaux visibles à l'œil nu et n'est pas dissoute au contact de l'acide Grey le vert. Comme sur cette vidéo, on peut le voir qu'il y apparaît des petits grains de quartz. Ce sable est un grès. Dans les pans gréseux, de nombreuses stratifactions obliques suggèrent des chéneaux se recoupant les uns les autres. Ces grès contiennent des souches d'arbres en place, non déracinées, en position de vie. On peut le voir à la dernière photo. Suite à de grandes crues, les arbres ensevelis mouraient car ils n'avaient plus toutes leurs conditions de vie valides. Suite à cela, la crue suivante emportait les troncs, mais l'écorce, elle, restait enfuie sous les graviers et le sable. Au cours du temps, les écorces se sont fossilisées et cela forme des marques dans la pierre, comme on a pu le voir sur la dernière photo. Une période de grande importance dans l'orogenèse varice qui nous intéresse, c'est l'ère mésozoïque, qui est en fait l'avant-dernière ère géologique de l'histoire de la Terre. L'ère mésozoïque commence avec le dépôt de roches sédimentaires au cours du Trias inférieur. Ces roches, connues sous le nom de Buntsandstein, sont déposées sur des roches paléozoïques plus anciennes selon un modèle d'érosion appelé discordance angulaire, qui est en fait un phénomène géologique dans lequel des roches d'âge différentes sont inclinées ou pliées, ce qui crée une relation angulaire entre elles. Cette relation angulaire indique une période de déformation ou d'activité tectonique qui se produit après le dépôt des roches les plus anciennes et avant le dépôt des roches les plus jeunes. Donc à Tserovo, le Buntsandstein est constitué de grès. Donc voilà un grès typiquement associé à Tserovo, et en fait ce sont des roches sédimentaires qui se forment spécifiquement à partir de la cimentation de grains de taille sableuse. Le grès de Tserovo présente une coloration plutôt rougeâtre souvent, et dans ces grès de Tserovo on souvent retrouve du quartz également, des micas blancs comme composants. Comme cette roche est une roche sédimentaire, elle se forme à partir de la pression des minéraux qui se rejoignent souvent avec l'aide de l'eau. Donc le Buntsandstein ici à Tserovo est constitué de grès fins contenant des grains de quartz et de mica blanc. Ces grès forment des couches avec parfois des couches de siltstone de couleur rougeâtre composées de matériaux similaires mais de plus petite taille. La disposition des couches suggère que la zone où ces sédiments se sont déposés présentait un relief varié sur de courtes distances, susceptibles de changer rapidement sur de courtes périodes de temps, peut-être même en quelques heures ou quelques jours. On peut aussi observer des couches entrecroisées. Comment est-ce que ces couches entrecroisées peuvent nous aider? La présence de ces couches, qui est une preuve de la discordance angulaire, indique que l'environnement était très dynamique pendant cette ère, et que les couches des sédiments pouvaient être rapidement érodées ou déplacées, ce qui suggère des changements dans la direction, la vitesse et la profondeur de l'écoulement de l'eau. Cela indique un environnement continental avec des chenaux fluviaux et des plaines d'inondation fluctuants. Donc voilà, si on regarde cette roche ici, effectivement, c'est un grès avec ses couches entrecroisées. Si vous regardez ces petits reliefs, cette texture-là, quasiment diagonale, ce sont ces couches entrecroisées. Et si on regarde ce schéma-là, on voit ces chenaux fluviaux. Donc voilà, une sorte de rivière avec en bas l'érosion basalte, enfin avec aussi des chenaux, avec la stratification. Ces couches entrecroisées, c'est appelé la stratification. Et ici, on peut voir le banc avec de stratification inclinée. Et c'est ça ce qu'on voit précisément dans ce grès ici qui est présent à Tserovo. Ces couches entrecroisées, c'est une stratification inclinée liée à ce chenot fluvio dynamique. Une autre chose assez intéressante, c'est la couleur rouge des roches. Beaucoup des roches des grès présentes à Tserovo sont, pas peut-être rouges, mais ont une couleur rougeâtre.
et c'est dû à la présence d'oxyde de fer, plus connu sous le nom de la rouille, qui se forme dans des conditions de fort teneur en oxygène. Cela suggère que le climat de la région était probablement aride à semi-aride et les inondations ont provoqué la formation de la rouille et donc la couleur rougeâtre de certaines roches dans la vallée de l'Iscar. Donc ici dans cette photo prise pas à Tserovo mais assez proche, on peut voir des grès avec une partie rouillée, enfin plus précisément une partie oxydisée. C'est pas exactement de la rouille, mais ici on voit cette couleur rougeâtre qui est assez présente et assez facile à voir. Étude des conglomérats belogradchiques. Les conglomérats et les grès rouges de Belogradchik sont des roches qui se sont formées il y a environ 35 millions d'années, pendant une période appelée l'Éocène. Les conglomérats sont constitués de grosses roches arrondies de quartz, mélangées à l'argile rouge riche en oxyde de fer et consolidées par du ciment de silice. Ces roches ont été exposées à la surface de la Terre et ont été façonnées par l'érosion au fil du temps. Les grès rouges qui se trouvent au-dessus des conglomérats se sont formés dans des conditions plus calmes. Ils contiennent des rivières qui ont transporté de gros morceaux de roches de différentes tailles et leur débit était très variable. Pendant le Permien et le début du Trias, une chaîne de montagnes appelée la chaîne hercynienne a été érodée sous un climat chaud. Les débris de cette érosion, comme du sable, des galets et de l'argile, ont formé les grès de Tserovo et les conglomérats de Belogradchik le long de la mer dans une région appelée la plateforme moésienne. Cette érosion intense et ce transport de débris témoignent d'une forte altération des montagnes anciennes et de la présence des fleuves puissants dans un climat très chaud. Pendant cette période, la Pongée, le supercontinent ancien, commençait à se diviser, formant des bassins océaniques. Dans un climat continental, les régions tropicales subissaient une érosion importante, tandis que d'autres zones étaient arides et sèches. Cela a entraîné une importante accumulation de débris pendant le Permien et le Trias, formant des couches de roches qui reposaient sur des couches plus anciennes, comme le charbon du Carbonifère, le Permien et le granit du Dévonien. Cela marque le début d'un nouveau cycle d'activité géologique. En conclusion, les conglomérats et les grès rouges de Belogradchik, formés il y a environ 35 millions d'années, témoignent des conditions environnementales et des forces tectoniques qui étaient à l'œuvre pendant cette période. La présence de ces roches dans la région indique une histoire géologique complexe, marquée par l'érosion des montagnes anciennes, la formation de bassins océaniques et le début d'un nouveau siècle d'activité géologique. En étudiant ces formations sur le terrain, on peut reconstruire l'histoire de l'orogenèse varisque dans cette région de Stara Planina. En conclusion, notre analyse met en lumière les processus géologiques complexes qui ont façonné l'orogenèse varisque dans la vallée de l'Iscar. La phase de collision attestée par la présence de granit dévonien il y a environ 370 millions d'années a marqué le début de la chaîne de montagnes intercontinentale du Variscan. Par la suite, une transition des contraintes compressives vers un régime d'extension s'est produite autour de la période namourien-westphalien, il y a 320 à 300 millions d'années, conduisant à un effondrement gravitationnel dans la partie centrale de la chaîne, en raison du poids du relief. Ce régime d'extension a facilité la formation des bassins d'effondrement sédimentaire contenant des gisements de charbon et l'aplatissement de la chaîne des montagnes. L'érosion intense de la période permienne, 299 à 252 millions d'années, a marqué l'apogée de l'orogenèse varisque et le début d'un nouveau siècle géologique. Ces phases d'activité tectonique, d'effondrement et d'érosion ont profondément marqué le paysage et l'histoire géologique de la vallée de l'Iscar.